C'est une belle soirée d'été dans la baie de Copenhague au Danemark. Le 10 août dernier, Rasmus décide d'emmener son fils Viggo faire une promenade en bateau. Quand à 3 km de la côte, il aperçoit un sous-marin. C'est très rare au Danemark de voir un sous-marin naviguer à la surface. Alors j'ai dit à mon fils, viens on va le voir, ce sera une super expérience. Il n'y avait pas de vent du tout, la mer était plate. Donc on a mis les gaz et on s'est approché. Devant la beauté du spectacle, Rasmus et son fils se prennent en photo. C'était une très belle soirée, le soleil se couchait derrière le sous-marin et tout semblait bien aller à bord. À bord du sous-marin, un homme et une femme sont accoudés sur le kiosque. Rasmus reconnaît Peter Madsen, un célèbre inventeur danois. C'est lui qui a construit ce submersible, le plus grand sous-marin privé du monde. Rasmus échange quelques mots avec lui. Peter Madsen lui paraît sympathique et charmant. J'ai pensé qu'il devait être en rendez-vous galant. Mon sentiment, c'est qu'il voulait lui faire bonne impression. Parce qu'un homme célèbre comme lui, je pense qu'il ne perdrait pas son temps à discuter avec un simple plaisancier comme moi. Il voulait faire le beau, montrer qu'il était sympa. La jeune femme à côté de lui ne dit rien, mais elle est souriante. Et elle leur fait même des signes de la main. Elle s'appelle Kim Wall. Une journaliste indépendante suédoise, une baroudeuse expérimentée qui parcourt le monde pour écrire des articles. Il est près de 21 h ce 10 août. Rasmus et son fils sont probablement les dernières personnes à l'avoir vue vivante en dehors de Peter Madsen. Aujourd'hui, l'homme est soupçonné d'avoir tué cette jeune femme de 30 ans. Un mystérieux crime à huis clos en eau profonde. Peter Madsen et Kim Wall ont embarqué seuls quelques heures plus tôt à bord du sous-marin UC3, le Nautilus. Sur ces images amateurs filmées par un plaisancier, on les voit sortir du port. La journaliste veut faire un reportage sur ce Danois de 46 ans, mi-inventeur, mi-artiste, un autodidacte. L'une des seules personnes au monde à savoir fabriquer de ses propres mains un tel engin. Dans l'après-midi, Kim Wall l'a déjà interviewé dans son atelier. Mais elle lui a demandé de passer quelques heures à bord, sous la mer. Le retour de ce voyage sur le Nautilus est prévu dans la soirée. Mais les heures passent et le petit ami de la journaliste qui attendait son retour s'inquiète. Vers 2 h 30 du matin, il prévient les secours. Kim Wall et Peter Madsen sont portés disparus à bord du sous-marin. Comme tous les Danois, Rasmus apprend la nouvelle à son réveil. Il comprend que l'on recherche activement les 2 personnes qu'il a croisées la veille. J'ai tout de suite appelé les gardes-côtes et je leur ai donné ma position de la veille. Je leur ai dit aussi que la femme portait une veste orange ou rouge et que l'homme était habillé avec une combinaison de la marine. D'importants moyens sont déployés pour retrouver le Nautilus. Le sous-marin est localisé vers 11 h dans la baie de Copenhague. Un bateau qui participe aux recherches s'approche, mais soudain le voit couler en 30 secondes. Peter Madsen est repêché par les sauveteurs. À son retour au port, les journalistes danois l'attendent. Peter, tu vas bien? Tout va bien? Devant les caméras, il affiche un sourire de soulagement. Comment allez-vous? Je vais bien. Enfin, un peu triste d'avoir vu mon Nautilus couler, mais bon. Peter est sain et sauf, mais il est seul. Au policier, il dit avoir débarqué Kim Wall la veille, comme prévu, vers 22 h 30. Juste en face de la fameuse sirène de Copenhague. Sur le quai de ce restaurant, fermé à cette heure tardive.
Le problème, c'est que la journaliste n'a pas donné signe de vie depuis. Les enquêteurs se posent des questions. D'autant plus que dans le voisinage, personne n'a rien remarqué. Beth habite sur ce bateau à quelques mètres de l'endroit où Kim Wall aurait été débarqué. Il dit l'avoir déposé juste là. Et vous étiez ici? Oui, j'étais juste en dessous, devant la porte-fenêtre. J'étais sur mon canapé. De temps en temps, je me levais, mais je n'ai absolument rien vu. Ce qui étonne également Beth, c'est que le sous-marin qu'elle voit souvent au port n'accoste jamais à cet endroit. Tu vois les conteneurs bleus là-bas? D'habitude, le sous-marin se met derrière. Alors pourquoi la débarquer là, alors que c'est juste à 100 mètres de là où il a l'habitude d'aller? Quel était votre premier sentiment alors? Que non, c'est pas la vérité. La conviction de Beth va très vite être confortée par d'autres éléments. Car si elle n'a pas les yeux rivés 24 heures sur 24 sur les quais du restaurant, les caméras de vidéosurveillance du port, en revanche, sont infaillibles. Et sur les images, pas de sous-marin, ni de Kim Wall ce soir-là. Pour tenter de trouver un début d'explication à cette mystérieuse disparition, le Nautilus est renfloué 2 jours plus tard. Des enquêteurs de la police scientifique le passent au peigne fin et vont de découverte en découverte. Les experts établissent que le Nautilus n'a pas rencontré de problème technique. Il a donc été coulé délibérément par son concepteur. Et à l'intérieur, il relève de nombreuses traces de sang. Les analyses ADN montreront que c'est celui de la jeune femme. Dès lors, face à l'ampleur que prend l'affaire, la police ne communique plus. Elle fait simplement savoir que Peter Madsen est revenu sur sa version. Il dit n'avoir en fait pas débarqué Kim Wall. Elle serait morte, accidentellement, à bord du sous-marin. Il aurait ensuite jeté son corps à la mer. Peter Madsen est immédiatement présenté devant un juge, mis en examen pour homicide involontaire et placé en détention provisoire. Au Danemark, l'affaire est suivie par toute la population. Trine Marie Islo, journaliste judiciaire pour la chaîne nationale DR, enchaîne les directs. L'histoire est hors norme dans ce pays de 5 millions d'habitants, au taux de criminalité parmi les plus bas du monde. C'est une histoire à propos d'une journaliste assez connue, d'un homme très connu en prison aujourd'hui, et tout ça à bord d'un des sous-marins privés les plus grands du monde. Je pense que ces 3 facteurs font que c'est une histoire extraordinaire. Et par-dessus tout, le déroulé de cette affaire est de plus en plus bizarre. Mais ce profil de suspect numéro 1 ne colle pas au portrait du célèbre inventeur que les Danois voient régulièrement à la télévision depuis plus de 10 ans sur son Nautilus. Un monstre noir de 40 tonnes, 18 mètres de long, dans lequel Peter Madsen passe beaucoup de temps. Il lui arrive même fréquemment de dormir au fond de l'eau. Quand le sous-marin plonge, c'est comme si tu descendais dans un autre monde, où c'est toi, la machine, tes connaissances qui peuvent te faire remonter. Et c'est une expérience incroyable d'entrer dans cet univers sous-marin. Dans le monde de Peter Madsen, il n'y a pas de limite. Il a touché le fond des océans, il veut maintenant conquérir l'espace. Avec son groupe de bénévoles qui le suit dans toutes ses folles aventures, il construit et teste des fusées. Peter est un bourreau de travail, soudeur de formation. Il a ensuite abandonné ses études d'ingénieur qui l'empêchaient de concrétiser ses projets. Mais cet homme, souriant devant les caméras, a aussi son côté sombre. Thomas Jersing, un journaliste scientifique, connaît Peter depuis ses débuts. Il a écrit sa biographie. Pour lui, c'est un génie, même s'il peut être très colérique et s'est brouillé avec beaucoup de ses amis.
Il ne comprend pas que l'on ne connaisse pas la largeur d'un rail de chemin de fer. Dans son monde, c'est normal. Tout le monde devrait connaître la largeur d'un rail de chemin de fer. Si les gens ne travaillent pas assez, ou s'ils ne font pas les choses aussi bien que lui, il considère que ça le ralentit dans ses objectifs, et ça le met en colère. Depuis tout petit, Peter Madsen déteste le conformisme. Il est marié, mais n'habite pas avec sa femme. Il vit la plupart du temps dans ce vieux bateau, entreposé à côté de son atelier, The Ship of Fools, le bateau des fous. Il peut ainsi travailler comme bon lui semble, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Mais le 23 août dernier, un nouveau rebondissement va encore assombrir l'image du génie danois. Le procureur requiert maintenant les charges de meurtre et atteinte à l'intégrité d'un corps contre Peter Madsen. Les enquêteurs détiennent un élément accablant contre l'inventeur. Au pied de cette digue, à une vingtaine de kilomètres au sud de Copenhague, un cycliste a découvert un cadavre. Il est démembré. Le corps n'a plus de tête, ni de bras, ni de jambes. Des tests ADN sont effectués en urgence. Il s'agit de la journaliste Kim Wall. Le directeur d'enquête révèle alors des détails glaçants. Après autopsie, nous sommes en mesure de dire que les mutilations du corps ont bien été faites délibérément. Il semble aussi que le tronc ait été ouvert intentionnellement pour laisser échapper l'air qui était dans le corps et éviter qu'il ne flotte. Il y avait aussi une pièce de métal attachée au cadavre, probablement pour qu'il coule au fond de l'eau. En Suède, aux États-Unis, en Chine, les proches de la jeune femme découvrent l'horreur. Spontanément, ses amis journalistes postent des photos et des textes d'hommage sur Internet. Anecdotes et souvenirs de reportages. Comme ici sur les conséquences des essais nucléaires américains aux îles Marshall. Ou ici à Hawaï. Kim Wall a aussi couvert des conflits en Afrique et en Asie. La journaliste est vantée pour sa plume, ce qui lui a ouvert les portes des plus grands titres de presse comme le Wall Street Journal ou The Guardian. Une globe-trotteuse, retrouvée morte et mutilée, à 60 km de sa ville natale, Trelleborg, en Suède. Une petite ville côtière située face au Danemark, sur la rive opposée du détroit d'Øresund. Que s'est-il passé lors de cet ultime reportage? Est-ce réellement un accident? Une dispute qui a mal tourné? Kim a-t-elle repoussé des avances de Peter Madsen? Le capitaine du Nautilus n'a jamais rien caché de sa sexualité débridée. Il en parle librement. Plusieurs pages de sa biographie y sont d'ailleurs consacrées. Il a beaucoup de relations avec les femmes. Sa sexualité a commencé tardivement, vers les 20 ans. Et selon lui, il fallait qu'il rattrape le temps perdu. Je vous rappelle comment il a baptisé son deuxième sous-marin, le dieu de l'amour. Ce n'est pas pour rien. Mais selon vous, il a pu forcer quelqu'un à avoir une relation sexuelle? Non, non, jamais. C'est même tout le contraire. Il était connu pour être gentil et poli avec les femmes. L'homme qui connaît le mieux Peter Madsen, son demi-frère Benny, ne comprend pas non plus ce qu'il s'est passé ce soir-là. Il a refusé toutes les interviews télévisées, mais il a accepté de nous parler au téléphone. Est-il violent? Non, non, je le dis à tout le monde. Et je ne cesse de le répéter. C'est le gars le plus gentil et le plus courtois que je connaisse. Ça ne lui correspond pas du tout. Ce serait un aspect de la personnalité de Peter que l'on n'a jamais connu. Mais la tournure de l'enquête fait douter Benny. Pourquoi Kim Wall a-t-elle été retrouvée démembrée? Si c'est un accident, pourquoi Peter n'a pas appelé les secours? Et pourquoi a-t-il d'abord affirmé l'avoir déposée vivante? A-t-il pu paniquer?
Pour moi, on ne panique pas pendant autant de temps. Peut-être qu'on peut paniquer pendant 1 heure et prendre une décision irrationnelle. Mais bon, on va attendre la fin de l'histoire. Si un jour on l'a. Et j'espère vraiment qu'on la connaîtra. 3 semaines après le drame, Peter Madsen maintient qu'il n'a ni tué, ni mutilé Kim Wall. Si la thèse de l'accident est retenue, il encourt 8 ans de prison pour le seul fait d'avoir jeté son corps à la mer. Mais si les juges arrivent à démontrer qu'il a tué la jeune femme, il risque la perpétuité.